Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Martinique Actualité. Et bienvenue dans ce 100% politique. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Raphaël Vaugirard. Raphaël Vaugirard est à la retraite, mais il est surtout, et c'est pour ça qu'il est là, il est membre du conseil municipal de la ville du Gros Morne. Il est dans l'opposition. Monsieur Vaugirard, comment allez-vous? Ça va, merci, monsieur Larcher. J'espère qu'on ne va pas parler seulement du Gros Morne, parce que vous semblez mettre l'accent sur le Gros Morne. Bon, mais enfin, si vous voulez, je suis prêt. Hein. Vous pensez que le Gros Morne ne vaut pas la peine qu'on en parle? Si, mais écoutez, mais pour que tous les Martiniquais puissent apprécier votre émission, ça me paraît quand même réducteur comme sujet. Hein. Si on parlait que du Gros Morne, on se croirait dans une campagne municipale. Non, j'essaie de vous dire que ce que vous étiez, c'est tout. Vous êtes bien conseiller municipal du Gros Morne. Bon, je suis désolé. Hein. Tout à fait. De quoi voulez-vous qu'on parle? Je ne sais pas. On peut parler de la démission de M. Montieu, on peut parler des fonds européens. J'ai appris que nous sommes sous la menace de dégagement de près de 300 millions pour la programmation de 2014. Et bon, ça n'augure pas de bonnes choses hein, pour nous. Ok. Monsieur Vaugirard, je vous ai invité ce matin parce que vous êtes un économiste. Vous avez été universitaire. Vous êtes un économiste et l'économie, c'est vrai, est très importante dans n'importe quel pays, mais plus précisément dans le nôtre, avec l'inflation, avec les difficultés que nous avons. Est-ce que l'économiste que vous êtes, est-ce que vous pensez que la situation est dramatique, elle n'est que mauvaise, elle va s'améliorer? Où est-ce qu'on en est en Martinique aujourd'hui? Alors, en matière de vie chère, je dirais que nous sommes dans une période de confusion. Hein, il y a certes des hausses de prix, il y a des dispositifs correctifs du gouvernement. On donne des chèques de 100 € pour aider les ménages les plus défavorisés. On ne sait pas comment ça. Bon, le gouvernement prévoit une baisse du taux d'inflation à moins de 5% pour l'année prochaine. Bon, tout ça c'est un peu confus. Et puis, c'est un sujet extrêmement sensible parce que, il ne faut pas oublier, la mobilisation de février 2009, c'était sur la vie chère. Donc, c'est un sujet extrêmement sensible pour notre pays. Hein. Et comment voyez-vous l'avenir? Bon, alors pour l'avenir, je ne vois pas d'amélioration. Enfin bon, je ne vois pas quel élément pourrait changer la situation de manière significative. Bon, on a toujours une très forte dépendance pour les produits alimentaires. On est à 80% dépendant pour notre alimentation. Or, les produits importés ont tendance à augmenter. On a un système de fret qui est très pénalisant. On a toute une série de contraintes qui laissent présager un avenir encore plus compliqué. Hein. D'autant plus qu'on ne voit pas les solutions. Hein. Qu'est-ce qui cause la vie chère? On a vu que les billets d'avion ont explosé, leur prix a explosé, en même temps que Air France réalisait des bénéfices comme elle n'avait jamais réalisé de toute son existence. Est-ce que ça veut dire que la vie chère résulte du fait que les capitalistes, nous sommes un système capitaliste, que les chefs d'entreprise font de plus en plus de bénéfices? C'est exactement ça. Les capitalistes, les commerçants, les commerciaux, enfin tout le système commercial ne peut survivre qu'avec des bénéfices. Et puis, et coûte que coûte, hein, coûte que coûte. Donc,
Bon, par exemple, pour Air France, vous avez pris l'exemple de Air France. Il faut savoir que c'est une entreprise qui a une gestion extrêmement, qui était à demi-étatique, qui a été privatisée, renationalisée, bref. Et le segment d'exploitation qui leur procure le plus de bénéfices, ce sont les longs courriers. C'est Paris, Fort-de-France, Paris, Guadeloupe, Paris, Guyane, etc., Paris, Réunion, c'est là, et Paris, New York, etc. Donc, c'est le long courrier qui procure le plus de bénéfices aux compagnies aériennes, notamment Air France. Donc, ce qui leur permet, pour les déplacements plus courts, genre Paris, Barcelone, Paris, Lisbonne, tout ça, bon, d'avoir puisque c'est un secteur très concurrentiel. Très concurrentiel. Depuis l'Europe en 2007, l'Europe a imposé l'ouverture du ciel à la concurrence. Donc, les compagnies se font une compétition sans limite, hein. En Europe, oui, les Lufthansa, la compagnie britannique, Air Italia, tout ça, ce sont des compagnies qui se font une concurrence extrême. Donc, Air France arrive à faire son bénéfice sur le long courrier. Et c'est sous notre tête. Accepter la continuité territoriale que préconisent en ce moment même les députés ultramarins à l'Assemblée nationale. Alors, il faut que le gouvernement accepte, parce que c'est une question de justice. Parce que le principe de continuité territoriale a été porté devant l'Union européenne par les RUP, les régions ultrapériphériques des Açores, Madère et Canaries, depuis près de 30 ans. Près de 30 ans. Bon, donc, l'Europe avait déjà conçu un système de continuité territoriale dans un poséidum. Programme d'options spécifique à l'insularité. Bon, alors, c'était POSEICAN pour Canaries et POSEIMA pour Madère. Eh bien, nous, on a droit également à cette continuité. Et puis, la Corse, au niveau national, avait posé le problème. Et les Corses bénéficient d'un système de continuité territoriale qui ramène le prix du billet Paris ou bien Marseille-Corse, Ajaccio, un prix qui est abordable pour tout le monde. Hein. Et nous, à ce moment, on avait déjà un premier dispositif, mais qui était insatisfaisant. Hein? On donnait combien 30 euros par billet, etc. Et puis, après, on est passé à un système où le gouvernement demandait aux collectivités d'apporter leur part au pot pour faire bénéficier les Antillais, les Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais de la continuité territoriale. Donc, je pense que c'est une question de justice et puis c'est une question de bonne gouvernance. Hein. On ne peut pas discriminer les citoyens. Le Ultramarin propose, demande au gouvernement 500 millions d'euros, c'est quand même une somme relativement importante. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, économiquement parlant, pour notre développement, pour nous-mêmes? Est-ce que c'est une bonne chose que nous puissions aller sans problème en France quand nous voulons, sans payer? Est-ce que ce n'est pas préjudiciable au développement de notre pays, quelque part? Alors, c'est une question très importante, mais ma réponse ne va pas aller directement dans votre sens. Je pense qu'au niveau démographique, il y a deux Martiniques. Il y a une Martinique insulaire, nous, ici, entre Grand-Rivière et Sainte-Anne, et puis il y a une autre Martinique en France. C'est pourquoi je ne partage pas entièrement l'idée que la Martinique, c'est un pays qui se dépeuple, c'est un pays qui vieillit, on soit 60% de plus de 60 ans, etc., etc. Je pense qu'actuellement, on est dans un système où les familles ont des ramifications dans le 5e continent, dans la région parisienne. Hein? Toutes les familles martiniquaises, on est à peu près 150 000 familles en Martinique, toutes les familles ont des ramifications dans la communauté antillaise en France. Donc, actuellement, le système dans lequel on est, les Martiniquais naissent en France. De plus en plus, en fait, pas tous quand même. Faites l'expérience auprès de votre famille, vous verrez que vos neveux, vos machins, leurs enfants naissent en France. Et puis, parfois, lorsque les familles ont décidé, les familles rémigrent, reviennent ici entières.
Donc, l'idée qui dit que nous sommes un territoire qui vieillit, c'est une approche réductrice qui ne prend pas en compte la globalité du système. Donc, pour répondre maintenant à votre question, c'est pourquoi, et c'est une des raisons, et à la fois la cause et l'effet, des besoins de déplacement. Parce que, qu'on le veuille ou non, on a besoin d'aller voir ses enfants, d'aller au mariage de ses enfants. Et les enfants qui sont là-bas viennent à l'enterrement de leur grand-père ici, etc. On n'enterre pas le grand-père tant que les enfants ne sont pas rentrés. Donc, il y a deux Martiniques. Au niveau démographique, il y a une vieille Martinique, je le conçois, qui vieillit, qui dépérit, oui. Mais il y a une autre Martinique, en France, qui est multiforme. Ce sont toutes les ramifications, les familles créées en France, et puis qui, très souvent, développent l'envie de rentrer en Martinique, ou bien en Guadeloupe. C'est le même modèle pour la Martinique, la Guadeloupe, et qu'on retrouve même pour d'autres pays, tels que Puerto Rico, ou bien d'autres encore. Je vous trouve très optimiste de dire que les familles s'en vont et après reviennent. L'expérience, c'est quand même que souvent, né en France, le jeune, il rencontre une copine française ou un copain français, et puis il fait sa vie en France. Finalement, il trouve un travail en France. Et finalement, nous perdons objectivement des Martiniquais, parce que la Martinique, c'est un pays, une terre. Et donc, même s'il est né ailleurs, il reste ailleurs très souvent. Non, mais je pense que très sérieusement, c'est un sujet de débat. Bon, je ne suis pas à débattre avec qui veut. L'approche consistant à nous analyser statistiquement intramuros, c'est-à-dire entre Grand-Rivière et Sainte-Anne, cette approche-là, elle est réductrice. Elle ne donne pas la complexité de la situation. Non, mais c'est évident, monsieur Lanchier. C'est évident, mais il faut bien comprendre que institutionnellement, on est français. Bon, c'est pas moi qui décide de la départementalisation. Hein. On a un système éducatif qui nous permet une continuité immédiate. On a un système de santé qui nous permet une continuité immédiate. On a un système d'identité, passeport, carte d'identité. On n'a aucun problème à ce niveau. Donc, les gens, les familles vont là où il y a les solutions. Tant qu'en Martinique, on n'offre pas assez de solutions en termes d'emploi, de formation, de santé, etc., d'éducation aux gens, les gens ils vont chercher les solutions en France. Donc, les familles s'adaptent. Et c'est pourquoi j'utilise la notion de famille et non pas d'individu, comme le fait l'INSEE. L'INSEE compte les gens. Moi, je dis il faut voir aussi l'aspect sociologique, c'est-à-dire comment les familles résolvent leurs soucis. Pour les enfants qui ne travaillent pas, les enfants qui ont besoin de faire des études, les enfants qui veulent une formation, ou bien parfois pour une question de santé. Hein, des gens pensent que les solutions sont ailleurs, sont en France. Oui, monsieur. Ah bon, ça vaut. J'ai l'impression, je vous donne l'impression d'être. D'avoir dilué la Martinique dans un grand ensemble. Non, mais c'est la Martinique non, mais c'est exactement ça, monsieur Lanchier. Votre mot là, c'est-à-dire qu'on est intégré dans un ensemble national. Hein? Ce petit morceau de terrain de 1100 km², qu'est la Martinique, vous êtes né, risque de se dépeupler. Et il est en train de se dépeupler. Il est en train de se dépeupler. Ça ne vous gêne pas? Non, mais pour moi, la Martinique ne se résume plus à la Martinique, ici, insulaire. D'accord. Ne se résume plus. Pourquoi? Parce que ce qui fait un pays, ce sont des familles. Et ce sont des citoyens, les citoyens naissent dans des familles. Donc, on ne peut pas analyser les personnes individuellement, il faut leur regarder le cadre d'ensemble qu'est la famille. Comment les familles résolvent leurs problèmes pour les jeunes qui ne travaillent pas, les jeunes qui ont besoin d'une formation, qui ont besoin de métier, etc. Comment les familles font? La nature a horreur du vide, n'est-ce pas? Absolument. Et donc, c'est vrai qu'en Martinique, il y a de moins en moins d'habitants. Bon. Et donc, des gens vont venir s'installer ici. Alors, ça peut être des gens d'Europe, essentiellement, de France essentiellement, donc d'Europe, et des gens de la Caraïbe, Haïtiens, Saint-Lucien, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur, non, je pense que... Enfin, c'est même pas moi. C'est une idée qui est évidente. Au niveau démographique,
le modèle qui consistait à penser qu'une population évoluait par l'excédent de naissance sur les décès, c'est terminé. Seulement dans les pays d'Afrique, où on a vu le taux de fécondité qui est extrêmement fort, les pays évoluent selon ce qu'on appelle le croît naturel. Mais au niveau mondial, actuellement, le mode d'évolution démographique, c'est les migrations. Ce sont les migrations. Ce sont les migrations, qu'on le veuille ou non, et cette réalité est d'autant plus forte qu'on a des niveaux de développement différents des pays. Donc, les gens vont là où il y a des solutions. On habite une même terre. Donc, maintenant, c'est une espèce de réduction de l'espace de vie pour tout être humain. C'est ça qui est en train de se développer sous nos yeux. Peut-être que nous ne le concevons pas encore, mais désormais, tout être humain appartient à la même terre. Donc, lorsqu'il y a un problème climatique, il va là où il y a des solutions. Et sans qu'on le veuille ou non, ce sera une réalité qui va s'imposer à nous. Nous appartenons à la même terre. Nous appartenons à la même terre. D'accord. Mais nous n'avons pas la même culture. Excusez-moi, je ne me sens pas du tout russe, ou je sais pas, ou chinois, je me sens martiniquais. C'est une culture qui a été construite pendant des siècles, dont vous avez hérité, dont vous êtes, vous êtes cette culture. Ça ne vous gêne pas du tout qu'elle disparaisse. Alors là, je ne pense pas que les cultures disparaissent. Je ne pense pas. Non. On est submergé par des émigrés, non, ou des immigrés, on va forcément disparaître. Non, je ne pense pas qu'on va disparaître. Bon, là, ça c'est une théorie assez arithmétique. Bon, le son de... Mais il faut savoir qu'il y a des... comme la culture martiniquaise, comment elle évolue, c'est pas seulement avec des Martiniquais, hein. C'est avec les apports. Une culture doit s'enrichir d'apports extérieurs. Nous, en Martinique, nous avons une culture cosmopolite. Nous recevons des influences d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et de la Caraïbe. Regardez notre musique. Notre musique, elle est multiple. Nous sommes ouverts à toutes les musiques du monde. Donc, la culture martiniquaise, à mon avis, ne peut que s'enrichir par les apports. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, ouvert à tous les souffles du monde, hein, que dit Aimé Césaire. Hein? Pour eux, à tous les souffles du monde. Donc, notre culture ne peut que s'enrichir. On est des êtres humains. Lorsque quelque chose au Japon nous touche, ça entre dans notre culture. Parce qu'on est des êtres humains. Nous partageons ce bien commun qu'est le fait d'être un être humain, d'être capable de sensibilité, d'apprentissage, et puis de vivre et le droit à la différence et tout et tout. Hein? Oui. Vous le pensez depuis que vous êtes à la retraite ou bien depuis longtemps? Non, je suis de plus en plus convaincu. Quand j'observe les problématiques mondiales, regardez les débats de la loi sur l'immigration en France. Hein? Regardez les débats en Afrique. Les débats, en ce se vote en France une loi sur l'immigration. Les problèmes qui se posent pour comment concevoir une immigration que l'on maîtrise. Eh bien, on voit bien qu'en France, ils ont fini par comprendre que, qu'ils le veulent ou non, l'extrême droite, c'est son dada, la lutte contre l'immigration, ils ne pourront jamais arrêter le principe de l'immigration. Donc, il faut que l'on trouve un système de régulation pour que ça ne soit pas non plus une espèce de... Parce qu'au 19e siècle, je ne sais pas si vous vous souvenez, 18e et 19e siècle, les États-Unis ont été formés comment, M. Blanchi? C'est par des vagues de 500 000, de 200 000 Italiens, Anglais, Européens, enfin bon, des gens venant de partout, hein, qui ont été peuplés l'Amérique. C'était le wash. Donc, ils ne vont pas nous faire croire que la question de l'immigration, c'est un problème de 2023. Pourquoi? Parce que comparaison n'est pas raison, vraiment. Je veux dire que quand les Européens sont arrivés en Amérique du Nord, ils ont trouvé quelques Sioux, quelques Comanches, quelques Indiens, mais c'est un pays vide quand même. C'est pas exactement la France d'aujourd'hui.
Bon, non, c'est un pays qui a été conquis, c'est pas un pays vide, monsieur. Bon, il a été conquis, Bon, mais il n'était pas surpeuplé. Ils ont exterminé les Indiens. Non, on est d'accord, mais c'était pas un pays comme aujourd'hui. Nous avons des pays qui reçoivent des gens, mais les pays qui reçoivent sont des pays déjà souvent très peuplés, voire surpeuplés. C'était pas le cas aux États-Unis. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que l'humanité au XXe et XXIe siècle évoluera avec le principe des migrations. Et ce ne sera plus seulement la différence entre naissance et décès. C'est nécessairement la prise en compte des mouvements migratoires. Et il ne faut pas croire que pour la Martinique, que nous sommes dans un fatalisme définitif. Hein. À tout moment, on peut avoir, si en Martinique, on a un élément d'attraction, un élément qui permet de donner des solutions à des familles, notamment à la communauté martiniquaise ou bien antillaise qui vient en France, on va tout de suite déjà rentrer. Je vous rappelle que dans les années 80, au moment où l'INSEE disait que la Martinique allait... oui, parce qu'ils ont eu plusieurs hypothèses. Et à un moment donné, l'INSEE pensait qu'on allait atteindre 500 000 habitants dans les années 90. On est monté à 400 000 en 2005 à peu près. Et puis, on a vu au moment des thèses lepénistes dans les années 85, lorsque Le Pen a vraiment commencé à entrer dans l'opinion et puis dans les pratiques, dans le vivre ensemble qui était de plus en plus difficile en France, on a vu des mouvements de rémigration en Martinique, où pratiquement le mouvement retour équivalait les départs dans les années 85. Donc, nous sommes dans une situation où tout peut basculer dans un sens ou dans l'autre. Ah oui, c'est l'association de Madame notre sénatrice. Reprise par la collectivité territoriale de Martinique. Mais on est obligé de supplier les gens pour revenir. On est obligé de leur faire des faveurs, de leur donner des maisons, de les accueillir pour les inciter à revenir. Par contre, on n'arrive pas à empêcher les Martiniquais de partir. Et donc, quand vous dites que voilà, ils vont revenir, c'est pas du tout évident, je veux dire. Non, mais écoutez, alors bon, ça c'est un système volontariste. Hein. Bon, je pense que bon. Et puis, il faut dire aussi que les gens qui reviennent au pays ont parfois besoin d'un accompagnement. Bon, en termes de logement, en termes de crèche pour les enfants, enfin toute une série d'infrastructures. Mais c'est vrai que pour comprendre pourquoi le mouvement est plus facile dans le sens départ, c'est parce qu'on a affaire à la sixième puissance mondiale. Vous arrivez à Paris, Paris, dès que vous avez les moyens, vous trouvez des solutions. Vous pouvez prendre un hôtel si vous n'avez pas de logement, vous faites une demande de logement, etc. Vous allez trouver un logement plus rapidement en France qu'en Martinique. Vous allez trouver un emploi plus facilement en France, dans un pays industriel comme Martinique. Donc, il faut bien comprendre que c'est ce qui explique le mouvement qui a tendance à être unilatéral des départs vers la France. En tout cas, c'est l'analyse que je fais. Mais c'est très important de dire que du fait de deux niveaux de développement différents, il y a un endroit où il y a les problèmes et un autre endroit où il y a plus de solutions. Que voulez-vous qu'il se passe? Eh bien, les gens quittent là où il y a les problèmes pour aller vers les solutions. C'est une évidence. C'est une évidence. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand l'enfant est né à Paris, il est fort probable qu'il fera sa vie à Paris ou en France. Pas forcément. Pas forcément, bien sûr. Il y a des exceptions. Mais en général, voilà, il reste en France, il fait sa vie en France. Et quand il vient ici, bon, c'est souvent pour les vacances, voir les grands-parents. Mais sa vie est ailleurs. Mais pas forcément, vous savez que, justement, vous qui parlez de culture martiniquaise, lorsqu'un enfant, parce que j'ai des neveux, j'ai des nièces, j'ai des gens qui sont nés en France, et qui sont nés, c'est pourquoi j'insiste pour dire que c'est une réalité, la deuxième Martinique en France. Eh bien, ces enfants qui sont nés en France ont une espèce de nostalgie d'une nature différente de la nôtre. Nous qui sommes des natifs natals, comme dirait Bernard. On a une forme de... Mais ces enfants-là, on veut savoir d'où ils viennent, d'où viennent leurs parents,
quelle est leur culture, pourquoi ils sont en couleur, pourquoi ils parlent, pourquoi ils veulent apprendre le créole, ils veulent connaître leur pays d'origine. Donc il y a une forme de nostalgie, mais qu'il faudrait, à mon avis, que l'on étudie. Non, mais il y a toutes sortes d'exemples. Mais je suis sûr que beaucoup d'enfants nés d'Antillais en France, en Europe, ont envie de connaître leur culture d'origine. Hein? Et venir habiter. Enfin. Différent. Qu'est-ce que vous pensez du créole? Le créole, pour moi, le créole, c'est notre langue. C'est notre langue. C'est bon. Alors, il y a des gens qui disent que le créole est en danger. Moi, je ne vois pas notre créole en danger. Hein. Je ne vois pas notre créole en danger. Je ne suis pas convaincu de cela. Et puis, là où j'ai une réserve, c'est que je ne veux pas que l'on promotionne le créole comme un enfermement. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes, nos caractères, nous-mêmes qui parlons le créole. Au jour d'aujourd'hui, moi j'adore parler anglais, espagnol. Et puis, quelque chose qui m'a marqué dans l'actualité récente, ce sont les pays africains. Les pays africains le Niger, les pays du Sahel, les fameux pays du Sahel, qui expriment leur problématique de développement avec un français meilleur que celui des Français eux-mêmes. Donc, je veux dire par là que la langue française n'appartient pas à la France. Ça appartient à l'humanité, ça appartient à... C'est un bien commun. Et ce n'est pas parce que l'on parle français que l'on est impérialiste ou bien que l'on est pour le colonialiste ou bien qu'on est pour... Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas mettre de l'idéologie là où il y a. Pour moi, la langue française, c'est un outil, c'est un instrument de communication qui a une valeur mondiale et qui permet toutes sortes d'expressions. Hein? Donc, pour résumer ma position, créole, c'est à nous, de même que les Africains ont leur langue, leur petite langue, leur langue qu'ils utilisent entre eux, entre pays, il y en a énormément. Hein? Mais lorsqu'ils veulent exprimer une problématique qui a un retentissement international, hein, ils utilisent le français. Et je trouve ça tout à fait formidable parce que je comprends parfaitement tout ce qu'ils disent. Hein? Non. Si vous parlez du créole, vous parlez du français. Non, mais je dis que je ne veux pas que mon créole soit un enfermement. D'accord. C'est ce que je dis. Et on va revenir là-dessus. La question, en fait, était, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on apprenne à écrire le créole, pour qu'on l'apprenne à l'école, pour qu'on fasse des dictionnaires créoles, etc. Alors, écrire le créole, moi j'écris mon créole comme je peux. Hein. Je prends plus de temps, vous savez, avec les facilités de YouTube et puis de Facebook. En ce moment, je peux vous dire, chaque jour, je fais un quart d'heure d'anglais, un quart d'heure d'espagnol, parce que j'adore les langues étrangères. J'adore l'anglais, j'adore l'espagnol, hein, je fais de la musique, donc je veux comprendre toutes les techniques linguistiques de l'anglais, de l'espagnol, du français, oui. Donc, je suis désolé, mais je refuse d'être enfermé. Je suis ouvert à toute la culture à laquelle je peux accéder. Créole à l'école, qu'on lui apprenne à écrire, à avoir un dictionnaire, etc. Écoutez, pour parler très franchement, je ne veux pas demander à mes enfants d'aller, ils sont adultes maintenant, mais s'ils étaient mineurs, je ne les obligerais pas à aller apprendre à écrire le créole. Ça, je vous dis non. Je vous dis non. Par contre, le parler créole, notre culture, nos blagues et compagnie, notre manière d'être, ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui ne pose aucun problème. Hein? Jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que vos parents vous obligent de parler créole? Ah ben oui. Oui. Mes parents, et puis l'école également.
j'étais puni, enfin pas moi seulement, des générations de Martiniquais, c'est pas seulement au Gaumont. On nous imposait le français, il y avait ce qu'on appelle la carte créole en école primaire, et dès qu'un copain parlait créole, on lui remettait la carte, et puis le dernier, le soir, qui remettait à l'instituteur la carte, puni. Et puis on remontait toute la chaîne de ceux qui ont parlé créole. Et on nous punissait parce qu'on avait parlé créole. Eh bien, pourquoi? Parce que bon, c'est le français qui était imposé, on voulait qu'on apprenne le français, etc. etc. Et puis que vous le dites, c'est le système dans lequel on était. Mais qui, à mon avis, alors si c'est ce que, en arrière-plan de votre question, c'est un système totalement barbare, hein, d'imposer par la force, par la punition, de manière punitive. Les Africains aussi, hein, ils nous racontent ça. Hein, ils nous racontent ça, ils nous disent à l'école, au Nigeria, au Niger, etc., au Cameroun, on les obligeait à parler français. C'est ça que je voulais vous dire, parce que c'est l'occasion de finir, une fois pour toutes, avec le discours que vous venez de tenir. Parce que vous faites passer nos parents qui nous empêchaient de parler en créole comme des tortionnaires, pratiquement, des gens qui nous empêchaient, etc. En réalité, M. Vaugira, ils étaient plus intelligents que nous. Ils savaient que pour s'en sortir, il nous fallait réussir dans l'instruction, être instruit. Et être instruit, c'était réussir à l'école. Et réussir à l'école, c'était souvent avoir son baccalauréat. Or, au baccalauréat, il y avait les notes éliminatoires. Vous vous rappelez les notes éliminatoires? Bien sûr. Ça veut dire que si en français, même si vous aviez 20 partout, et qu'en français vous aviez une note éliminatoire, bien vous n'aviez pas votre baccalauréat. Et lorsque vous parlez créole, vous risquez dans vos devoirs de français de faire ce qu'on appelle des créolismes. Bon. Et donc, quand vous faisiez un créolisme, vous enlevez des points et vous arriviez rapidement à la note éliminatoire. Et c'était pour nous empêcher d'avoir ces notes éliminatoires que nos parents nous empêchaient de parler créole. Uniquement pour ça, parce qu'ils étaient très intelligents. Et c'est pas parce qu'ils avaient honte du créole, etc. Ils parlaient créole. Ils nous parlaient créole. Ils savaient que nous savions parler créole. Mais ils se disaient, il faut garder un moment pour le français, parce que c'est ça qui va leur permettre de s'en sortir dans la vie. Et donc, une vie comme la leur. Exactement. C'est très important. Parce que je parle, nous empêcher de parler créole. Eh bien, ils avaient raison. C'était à l'époque, ils avaient raison. Ça fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Ça fait toute une génération de Martiniquais qui s'en sont sortis, quoi. Ceci étant dit, il faut quand même dire que la méthode n'était pas c'était une méthode punitive. Le seul modèle d'éducation qu'avaient nos parents, était celle du maître et de l'esclave. C'était ça, la méthode punitive. Et bien, c'est ce qu'ils pouvaient faire. Mais nos grands-parents étaient esclaves. Je veux dire que sortir de là et arriver en moins de 100 ans à faire de nous des Français à part entière, de faire de nous des diplômés, etc., c'est extraordinaire. C'est-à-dire que toute cette génération, d'après 1848, on n'en parle pas. Comme si elle n'existe pas. On parle que de l'esclavage, comme si cette génération, alors qu'elle a été extraordinaire. Donc je pense que sur cette chaîne... Je suis heureux de voir que nous partageons à peu près la même analyse, M. Lorch. Et c'est tellement rare que je tiens à le souligner et je vous félicite parce que j'ai l'impression pour une fois, on s'est compris... On va féliciter de partager votre sentiment. Écoutez, il n'y a pas que vous qui puissiez juger de vos interlocuteurs. Hein. On peut aussi voir lorsqu'un journaliste, il est bon dans l'air du temps. Il est bien dans l'air du temps. En ce moment, je vous disais que le président de la République a donné le 17 novembre prochain rendez-vous à tous les patrons de partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale, au Parlement même. Bon, donc il y aura cette réunion. Et on va parler certainement de l'évolution constitutionnelle éventuelle de notre pays. Est-ce que c'est une de vos préoccupations? Est-ce que les Martiniquais ont des raisons d'être inquiets? Quel est votre sentiment? Alors il faut ça. Mais qui vont peut-être vous choquer. Je pense qu'effectivement, on est dans une période où on a besoin de vrais outils. De vrais outils pour qu'on puisse enrichir notre capacité de gouvernance du pays. Mais ce n'est pas un article de la Constitution qui va développer notre pays.
C'est pas parce qu'on aura une plus forte autonomie, une capacité de décision beaucoup plus forte, etc., qu'on aura nécessairement une capacité de développement supérieure. Parce que sur ce plan-là, je peux citer Haïti. Hein. Haïti, c'est le pays qui a la constitution la plus, pas complexe, hein, la plus sophistiquée. Haïti. Et vous regardez le système en Haïti, comment les Haïtiens vivent, comment le pays est en train de dépérir finalement. Donc, pour résumer ma position, donc j'ai deux pendants dans ma position. C'est qu'il nous faut effectivement donner corps à une gouvernance de notre pays. Ça, on en a besoin. On en a besoin. Le général de Gaulle, le 4 octobre 1958, il a fait la 5e République, le président était élu par l'Assemblée. Et il a fait, et lorsqu'il a vu que ce dispositif n'était pas adapté, il a procédé par référendum en 62 pour que l'on élise directement le président de la République. Donc, il cherche à adapter, à améliorer les outils de gouvernance. Il a cherché à améliorer les outils de gouvernance. Donc, on a le droit aussi. Moi, j'étais conseiller général, j'ai milité pour l'évolution institutionnelle de notre pays pour qu'on ait des capacités de décision. Je vais vous donner un exemple précis, monsieur, pour vous montrer, pour vous dire que c'est un vrai souci. Bon. Si vous vous souvenez de la crise de la région en 1992, sur la présidence de M. Émile Camara qui venait d'arriver, etc. On était dans une crise financière énorme. C'est vrai, avec M. Darcy, on avait fait des investissements très lourds et 3 lycées, l'hôtel de région, l'école d'art plastique, etc. Et qui fait que nos capacités d'investissement avaient été dépassées. Ce que je trouve qui était excellent. Ça vous paraît, parce que je ne suis pas de PPM, mais je vous le dis franchement, mais je n'ai jamais critiqué le PPM et M. Darcy en l'occurrence pour ce choix qu'il avait fait. Pourquoi? Parce qu'il a obligé le système à intégrer la question des investissements. En 1992, M. Larcher, nous avions un déficit de... on était en francs, je ne me souviens plus du mot, je n'arrive plus à le dire en francs, un déficit important. Et en même temps, on avait de l'argent. Pourquoi? On avait le fonds d'investissement routier, et c'est la taxe sur le litre de carburant, etc. On avait de l'argent, là, on avait, je ne sais plus le montant exact, mais on nous interdisait de l'utiliser. La loi française, nous interdisait d'utiliser notre propre argent. Parce que, en termes budgétaires, on disait que ce financement était affecté. L'argent du FEON, c'est route, point, à la ligne. Eh bien, écoutez, j'ai accompagné M. Camara à rencontrer M. le Premier ministre Jospin en 97-98. Ce qu'on a obtenu, c'est simplement que l'on puisse utiliser la moitié de notre argent pour payer le déficit. Non, je ne sais pas si vous voyez le caractère paradoxal. Non, parce que c'est une fiscalité martiniquaise. Oui, mais attendez, monsieur Gérard. Oui. Vous pouvez peut-être mieux gérer mon argent que moi-même, même si c'est mon argent. Le fait d'avoir... Je ne sais pas pourquoi vous insistez tellement sur mon argent. Vous êtes en train de mettre de la confusion. J'essaie de faire une démonstration et vous apportez de la confusion. Alors je vous dis, on avait de l'argent budgétaire, mais qu'on ne pouvait pas utiliser parce que le financement était affecté. Ça, on ne pouvait utiliser que pour faire des routes. On a obtenu du Premier ministre, M. Jospin, et puis dans la loi de finances de 1994, après Jospin arrive un peu plus tard, que l'on puisse utiliser la moitié de cette fiscalité pour payer le déficit. Qui fait qu'on a résolu le déficit plus vite qu'on avait prévu. On avait fait un plan de redressement qui devait prendre 10 ans, il a pris 3 ans.
Pourquoi? Parce qu'on a assoupli les conditions de gestion. Donc, c'est pourquoi je suis pour tout ce qui permet de nourrir une gouvernance locale, pour qu'il y ait moins d'absurdité, pour qu'il y ait moins d'incohérence dans le mode de gestion de nos collectivités. Parce qu'on est corseté dans le système français. Ah oui, évidemment. La décentralisation. Non, mais on était déjà dans la décentralisation en 92. Donc, mais non, mais il faut que l'on continue. Il faut que l'on continue à donner corps à une capacité de gouvernance locale. Ça, je suis pour ça. Hein. Mais en même temps, hein, comme je vous dis, il ne faut pas croire que c'est parce qu'on aura un article de la Constitution qui soit assoupli, qui soit sophistiqué, tout ce qu'on veut, que les problèmes sont résolus. Hein? Mais je ne comprends pas votre situation. Bon, attendez. Si on a un article de la Constitution, on dit bien de la Constitution, c'est-à-dire la loi majeure de la France, qui nous donne des pouvoirs, c'est ça, plus de pouvoirs, est-ce que nous serons mieux gérés ou pas? Comme je vous dis, je reprends ma position. Il faut que l'on donne, plus de corps à une capacité de gouvernance locale. Hein? Non, mais le pouvoir, la notion de pouvoir, c'est un peu plus, plus de capacité de diriger notre pays et de promotion, de faire avancer notre pays. Bon, mais si vous voulez. On peut avoir le pouvoir de diriger un pays et ne pas avoir la capacité de le faire. Hein? Et inversement. Et inversement. La capacité n'avoir pas le pouvoir. Oui. Hein? Alors, j'en viens. Est-ce que nous avons le pouvoir de gérer l'eau dans ce pays? Bon, alors, moi, je vous dirais oui. On a le pouvoir. Oui, on a le pouvoir. Donc, nous avons le pouvoir. Est-ce que nous avons eu la capacité? Non. Mais voilà, c'est exactement. Pourquoi? Non, pourquoi? Parce que mais ça cause de nos propres turpitudes. Hein. C'est ce que je sais. Mais pourquoi vous mettez de la confusion? Je ne suis pas d'accord. Vous êtes non, écoutez. Je vous dis qu'on peut avoir plus de pouvoir et de ne pas mieux gérer. Bon, en tout cas, en un mot, pour la question de l'eau, c'est nous-mêmes qui avons fait des erreurs, qui avons mal apprécié les priorités à donner dans ce pays. Écoutez, on vient d'apprendre qu'on risque d'avoir 300 millions de fonds européens en dégagement. On risque, hein, bon, j'espère qu'on ne va pas perdre ces 300 millions. Qu'est-ce qui nous empêchait? Il y a 30 ans, qu'est-ce qui nous empêchait? Il y a 30 ans de dire, bon, écoutez, notre système de distribution d'eau date de M. Alphonse Jean-Joseph depuis 1945, hein, ça mérite d'être refait. Eh bien, on utiliserait 200 millions pour remettre complètement. Bon, on a un problème d'assainissement. Qu'est-ce qui nous empêchait d'avoir, avec les fonds européens, le projet bien ficelé, bien étudié, et puis priorisé comme il le faut, pour que l'on puisse refaire un système d'assainissement dans ce pays? Qu'est-ce qui nous empêche? Personne. Mais, bon, là, c'était notre capacité d'avoir le projet qui était défaillant. Hein? Bon, non, mais écoutez, bon, on a fait d'autres choses. Bon, M. Claude Lisbon, ce n'est pas mon élu préféré, mais je reconnais que ce monsieur, lorsqu'il est arrivé président du Conseil général, il a doté la Martinique d'une usine en eau potable avec un traitement de l'eau avec du charbon actif, hein, qui nous permet d'avoir de l'eau potable et que beaucoup de pays nous envient. Donc, à cette époque-là, on avait des développeurs, parce que c'est ça le problème. Des développeurs, ils auraient dit, bon, écoutez, profitons pour mettre un système qui nous permette d'avoir un réseau d'eau et de distribution qui soit moderne, qui soit efficient. C'est nous qui ne l'avons pas fait. C'est nous qui ne l'avons pas fait. Quand vous parlez de Claude Lys et de l'eau, ça me rappelle une phrase de mon père qui nous disait tout le temps, « Soldat, tu as bien fait, mais tant que tu n'as pas tout fait, tu n'as rien fait. » Bon, donc on a une belle usine, bon, ça ne règle pas le problème en réalité. Nous n'avons donc pas réussi l'eau. Nous avons le traitement des déchets. Là aussi, c'est un vrai échec. C'est la cata. C'est catastrophique, monsieur Lange. Mais c'est nous aussi. C'est nous aussi. Non, mais écoutez, mais ce n'est pas un article de la Constitution qui va vous permettre de faire un système de traitement des déchets. Ce n'est pas vrai du tout. Vous êtes en train de dire, monsieur, on a plus de pouvoir,
on se sortira mieux. Et chaque fois qu'on nous a donné des pouvoirs, j'en arrive au transport, où il a fallu 30 ans, je crois, enfin, peut-être pas tout ça, mais presque, pour mettre le transport à peu près correct à Fort-de-France avec un TCSP. C'est-à-dire que nous n'avons pas forcément fait la preuve de notre capacité à... Oui, c'est-à-dire qu'il faut dire que l'apprentissage de la gouvernance a été difficile. On n'a pas peut-être les bonnes personnes. Parce il y a deux catégories d'élus. Les élus développeurs, ceux qui aiment leur pays et puis qui savent ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils doivent faire. Et puis on a d'autres élus qui aiment le pouvoir, comme vous dites, qui aiment rester là, machin, faire des petits flonflons pour tromper les électeurs, etc. Donc, et c'est ça notre drame, hein. C'est cette espèce de dualisme, des élus qui veulent réaliser des projets et puis d'autres qui veulent seulement rester au pouvoir. C'est ça notre drame, hein, et pas chez nous seulement, dans tous les pays du monde. C'est ça. Si vous étiez le président de la République de la France, oui, et que un Martiniquais vient de vous dire, je vais m'occuper de mes affaires moi-même, donnez-moi plus de pouvoir, un petit peu plus de dans la Constitution, etc. Est-ce que vous ne le regarderiez pas en disant, bon, est-ce que je vais confier mon argent, qu'on le veuille ou non, c'est beaucoup l'argent de la France qui circule en Martinique, est-ce que je vais confier mon argent sans aucun contrôle à des gens qui ont si peu fait la preuve de leur capacité à réaliser les choses? En tout cas, c'est une nécessité, parce qu'on ne peut pas faire... Regardez le problème qui s'est posé à Mayotte, dernièrement, la question des bidonvilles, etc. Il fallait traiter un quartier, etc. On ne peut pas régler ça à Paris, monsieur Lange. Ça c'est un truc, parce que là, il faut faire de la brouderie, parce que vous avez des familles, des enfants, des personnes âgées, etc. Donc, c'est pas un système où vous avez avec un bulldozer, vous rasez tout, et puis vous construisez. Parce que c'est ça qu'ils ont voulu faire. Je suis en train de parler de cas de Mayotte qui s'est posé il y a 3 mois. Oui, pourquoi pas? Le niveau de développement est complètement différent. Bon, excusez-moi. D'accord. Non, mais ça veut dire par là, c'est qu'on ne peut pas ne pas demander à un pays de ne pas s'occuper de leurs problèmes. Ça, c'est une loi naturelle. On ne peut pas faire à la place des gens. C'est pas possible. Vous avez dit qu'en réalité, nous ne sommes pas exactement un pays autonome Martinique en France qu'ici. C'est le même pays. Là, vous apportez de la confusion alors que j'ai essayé d'être clair. Mais vous apportez de la confusion. Donc je pense, non, mais très sérieusement, que le principe de l'autonomie, de la capacité de décision locale, c'est un vrai enjeu. Il faut, effectivement, même si on encadre les décisions qui sont prises, même si on regarde les choix qui sont faits, même si on regarde, on évite les trucs de corruption et tout. Bon, aucun problème. Mais on ne peut pas ne pas demander à un pays on ne peut pas éviter qu'un territoire puisse s'occuper de ces problèmes. Les solutions, elles sont là. Hein? Donc on ne peut pas venir de l'extérieur et puis imposer une manière de voir, une manière d'être, une manière de faire. Non, c'est impossible. Oui, on peut aider. On peut aider. Et puis vous avez dit quelque chose là qui m'a un petit peu interloqué, c'est pas l'argent de la France. Même en Martinique, monsieur Lange. Bon, à un moment donné, on en parle de moins en moins, ce qu'on appelait les transferts publics. On disait, bon, c'est un pays qui vit de transferts publics à 80%, etc. On dirait que tu as tout ça grimace, on disait ça. Si. Non, mais ça m'a choqué. Lorsque j'ai compris, parce qu'il y a des travaux qui ont été faits par 2 économistes martiniquais, M. Lorichard et M. Tellon, dans les années 70 ou 80. Ils ont expliqué la notion de transfert public. Bon, lorsque nous payons la TVA ici, est-ce que vous pensez que ça arrive à Paris? Non. Lorsque nous payons nos impôts, ici, impôts sur le revenu, taxes foncières, tout ce que vous voulez, vous pensez que ça monte à Paris? Non. C'est de simple jeu d'écriture. Ça arrive, c'est le pays général qui fait que la Martinique a un budget Martinique. Un budget Martinique. D'accord?
c'est le payeur, le trésorier payeur qui paye les fonctionnaires, qui paye toutes les administrations, etc. Et il fait la différence entre les recettes que nous avons que l'État a pu réaliser localement, TVA, c'est la plus grosse recette, hein, les impôts sur le revenu et tout. Il regarde, bon, sa somme, qui est, bon, je dis n'importe quoi, 50 millions, et puis il regarde les dépenses. Payer les fonctionnaires, payer l'État, payer les constructions d'hôpitaux et tout, hein, ça fait 75 millions. La différence entre 75 moins 5, 25 millions. Donc, l'État ne dépense pas 75 millions enfin bon, dans le cas de mon exemple, hein, 75 millions en Martinique, l'État dépense 25 millions. D'accord? Donc, on a déjà un système de comptabilité qui permet, on a un budget martiniquais qui nous permet de faire ce qu'on peut. Mais la notion de transfert public, c'est la différence entre les dépenses de l'État et les recettes de l'État. Non, mais je dis ça parce que ça peut paraître... ça peut paraître bizarre, mais... aussi, c'est amusant. Vous faisiez quoi dans la vie quand vous étiez pas à la retraite? Bon, alors j'ai occupé plusieurs emplois, pas tout à fait. J'étais contractuel, j'ai fait près de 15 ans à la région, j'ai fait 10 ans avec M. Moscou en tant que collaborateur du député, et puis ensuite le député européen. Donc, bon, c'est ça qui a marqué le plus mon cursus. Est-ce que les fonctionnaires martiniquais sont payés en fonction de la richesse que produit la Martinique? C'est-à-dire, vous avez des pays qui ont de la richesse, qui vendent des choses, et on leur paye les choses, et ça crée une richesse. Est-ce que c'est notre cas? Non. Nous, on est dans le cadre d'une réglementation française, et puis bon, on sait bien que, on sait bien que les... Donc les pauvres, vous parliez tout à l'heure, en faisant 75 millions, c'est quand même de l'argent qui vient de la France. Si je paye des impôts, c'est parce que j'ai reçu un salaire qui sort quelque part de la France, qu'on le veuille ou non. Il ne faut pas avoir honte de ça, c'est une réalité, et puis voilà, quoi. Pas du tout. Alors, pour être clair, parce qu'il ne faut pas laisser de la confusion de ceux qui nous écoutent. Mais oui, parce que j'aime bien être pédagogique et clair. Hein? Bon, je vous redis que l'État ne dépense pas 75 millions dans le cas d'espèces que j'ai pris. Hein. L'État apporte à la Martinique 25 millions. La différence entre les recettes locales et les dépenses locales. Qu'est-ce que vous appelez les recettes locales? Bon, je vous ai dit que lorsque nous achetons notre pain, oui, mais l'argent qui me sert à acheter le pain, d'où il vient? Mais non, mais attendez, mais c'est un système, écoutez, c'est un système qui tourne, c'est une circulation. Hein. Non, mais on est d'accord. L'Europe nous donne de l'argent. Bon. Okay? Mais avec cet argent, nous achetons des bus européens. Bon. Qui vont faire que les ouvriers européens vont vivre, ils vont travailler, etc. Donc c'est un donnant-donnant. Ils nous donnent de l'argent qu'on leur restitue. Mais ils nous donnent quand même de l'argent, on ne veut pas dire le contraire. Non, je n'ai pas dit le contraire. Mais je voulais expliciter la notion de transfert public. Hein, parce que, je vous dis, beaucoup de gens croient qu'on est complètement désassisté, qu'on n'a rien, et que c'est l'État qui finance tout, qui paye tout. Je vous dis, oui, mais jusqu'à un certain point. Parce que, pour comprendre la notion de transfert public, il faut prendre en compte les recettes que l'État fait localement. C'est-à-dire la TVA, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, etc. D'accord? On a cette recette-là qui est réalisée en Martinique par le payeur général, et c'est lui qui ordonne les dépenses de l'État, hein, pour payer les fonctionnaires, payer l'infrastructure, les créations d'écoles, de crèches, d'hôpitaux, en fait tout ce que vous voulez. Hein. Donc, et c'est la différence qui s'appelle transfert public. La France est un pays riche. Ah oui. Du fait de beaucoup de ses colonies. Ah oui. Et ensuite de ce qui a succédé aux colonies. Ça n'était plus des colonies, mais c'est nos rapports avec les pays africains qui expliquent un peu la richesse de la France aujourd'hui. Est-ce que ça peut continuer longtemps? Est-ce que la France est un pays qui est en danger de régression? Alors, je crains que oui. Je crains que oui. Parce que lorsque j'entends sur les réseaux sociaux et que je lis sur les réseaux sociaux
le projet des pays africains, notamment les pays du Sahel, là, qui développent l'idée avec ce qu'on appelle maintenant le nouveau Sud, de créer une nouvelle monnaie. Bon, ils vont sortir du système du franc CFA. Ils n'en veulent plus parce que le franc CFA, bon, est complètement dépassé. C'est un système qui date de la colonisation, bon, et qui est de plus en plus injuste, et puis c'est une forme d'exploitation. Il faut le dire. Hein. Comment peut-on accepter que toutes les devises qu'un pays africain réalise soient centralisées en France? Et puis la France, en contrepartie, leur donne du CFA. Donc ces pays-là ne peuvent pas accumuler des devises et leur permettant de commercer au plan international comme ils veulent. Ensuite, il y a deux fonds CFA, un système de l'Ouest et un système qui ne sont pas interconnectés. Écoutez, bon, on fait pour ne citer que ces exemples-là. Mais si vous voulez, un jour, on peut faire une émission strictement là-dessus parce que c'est passionnant et c'est parfois complexe. Si vous avez une maison et que vous êtes dans votre maison, et puis moi je viens un jour et je vous dis, j'ai fait un tas d'études sur cette région-là de la Martinique, mais vraiment des études très poussées, très coûteuses. Je suis arrivé à la conclusion que là, en dessous de votre salle à manger, là, si on fouille, on va trouver de l'or. D'accord? L'or qu'on va trouver, est-ce qu'il ne va appartenir qu'à vous? Le sous-sol, ça appartient à l'État. Enfin, le système français, en tout cas. Hein, le système français, le sous-sol appartient à l'État. Alors, je vais reprendre mon exemple. En fait, ce n'est pas de l'or qu'on a trouvé dans le sol. Non, c'est de l'or. Mais c'était dans une jarre. C'était de l'or, un trésor, quoi. C'est pas de l'or qu'on est... Là, il y a un trésor, j'ai fait des études et tout, et j'ai découvert qu'il y a un mec qui a enfoui, là, un trésor. Donc, il faut qu'on le fouille, il faut qu'on le trouve. Et on fouille, et on trouve le trésor en réalité, pour de vrai. Alors, ce trésor-là, est-ce qu'il n'appartiendra qu'à vous, le propriétaire de la maison, ou est-ce qu'il m'appartiendra un petit peu aussi à moi, qui est fait que vous l'avez trouvé? Non, c'est l'État. Hein. L'État va prendre une partie et va vous donner une partie. Alors, je peux vous dire le pourcentage. Non, vous faites exprès. Quoi? Je l'ai trouvé ça dans ma maison. Donc ça m'appartient. C'est ma maison. Bon. Mais si vous l'avez trouvé dans votre maison, c'est parce que moi, je suis venu vous dire que ça existait. Ah, non, je n'ai pas bien compris. Non, comme je m'étais basé sur l'exemple précédent, non, mais là, c'est une question d'honnêteté. Bon, si c'est la personne qui vous a dit où est le trésor, elle a droit à une partie. Hein? Mais si c'est chez vous, évidemment, vous avez droit à une partie. Bon, donc, n'est-ce pas? Le mieux, c'est de s'entendre, de dire, bon, écoute, merci pour l'idée, et puis l'autre, merci de m'avoir permis d'accéder au trésor. Parce que c'est ce qui s'est passé pendant la colonisation. C'est-à-dire, il y avait des richesses en Afrique que les Africains n'exploitaient pas, parce qu'ils n'avaient pas les compétences technologiques pour les exploiter, les compétences scientifiques. Les colonisateurs sont arrivés et ont dit, ah, mais là, il y a de l'uranium, là, il y a du pétrole, on peut en faire des choses extraordinaires. Et donc, voilà, donc la richesse de l'Afrique, est-ce qu'elle n'appartient pas, là, je vais vous choquer, est-ce qu'elle n'appartient pas autant aux Européens qu'aux Africains? Alors, on peut se... Non, je comprends. Non, mais comme il y a un petit piège dans votre présentation, non, parce que vous simplifiez les choses à l'extrême. Bon, écoutez, on a affaire à des pays indépendants. Bon, c'était la colonie, c'est-à-dire une possession, entre guillemets, de l'État français, par exemple. J'aurais pu comprendre votre raisonnement, mais comme on a affaire à des pays qui sont enregistrés à l'ONU en tant que pays indépendants, c'est la richesse nationale. C'est la richesse nationale. Donc, c'est la richesse. Si c'est au Niger, l'uranium du Niger, ça appartient... Vous allez trop loin. Au moment de la colonisation, d'accord. L'ONU n'existe pas, tout ça. Au moment de la colonisation, vous avez un peuple de bergers, là, qui est en train de garder ses moutons, voilà, il garde ses moutons sur un terrain.
et il y a un blanc qui arrive qui lui dit, attends, tes moutons c'est bien, mais là en dessous il y a du pétrole et ça ce sera beaucoup mieux. Alors est-ce que le pétrole appartient seulement aux bergers? Alors, mais là, vous avez bien dit, dans un cas de colonisation, c'est-à-dire de domination, de possession, et puis de rapport de force, et puis de répression également. Si vous n'êtes pas d'accord, on vous coupe la tête. Hein? D'accord. Donc, ça, c'est le système colonial, c'est un système odieux, monsieur Lanchier. C'est un système de domination pure et simple. Hein? Et bon, vous n'avez pas le droit à la prendre. Quand je pense qu'il y a un pays qui s'est appelé Léopoldville, du nom du roi de Belgique au Congo. Bon, alors, lorsque je relis ça, je me dis, mais comment est-ce que ça a été possible qu'on appelle un pays Léopoldville? Un pays qui appartenait à un individu européen? Oui, c'est Léopoldville, excusez-moi. Hein? C'est au Congo, qui donne maintenant, c'est Kinshasa ou bien je ne sais plus. Hein? Donc, je vous redis, la colonisation, c'est un système qui est de notre temps. Voilà. C'est une barbarie sans nom. Donc là maintenant, moi je pense que vous approchiez la question des pays du Sahel actuellement. Bon, l'uranium par exemple. Ce que je trouve que les rôles de la France quand même, non mais quand même, comme disent les grandes personnes, vous exploitez l'uranium au Niger pour faire tourner vos centrales nucléaires et à aucun moment vous ne proposez au pays là de faire un système, une centrale nucléaire pour leur permettre de marcher. Quand même, alors que ce pays s'éclaire à la bougie ou bien je sais trop comment. Non mais à un moment donné, je pense que je me demande. Comment vous expliquez ça? Que l'Afrique continue à se laisser piller comme ça quelque part. Alors, mais actuellement là, ils ont compris. Hein. Ils ont compris. Hein. Et bon, l'Afrique a été colonisée, donc elle a eu des ennemis extérieurs mais aussi intérieurs. Hein. Parce que les forces coloniales n'ont pas pu faire tout ce qu'elles ont fait sans des complicités ou bien comment on peut dire ça, des relais locaux. Hein. Lorsqu'on pense que toutes les élites africaines ont été formées en Europe, en Occident, ben, ce sont des relais terribles. Hein. Et pour revenir, juste une allusion à la monnaie, au moment où on a voulu instituer l'euro, on a fait le référendum de Maastricht en 1994, je crois. 94. On a voulu réformer le franc CFA, maintenant passer à l'éco, entre la France et puis la Côte d'Ivoire, tout ça. Pas besoin de référendum, quoi que ce soit. Ils font ça en catimini et puis ils imposent ça à la CEDEAO. Quand même. Je me dis, mais c'est pas possible. Hein. Ils n'ont pas compris qu'on est entré dans un autre temps, hein, que les êtres humains ne peuvent pas accepter l'inacceptable. Est-ce que les gens de la Caraïbe sont vos frères? Est-ce que vous rappelez le vocabulaire? Nos frères de la Caraïbe. Ça dépend des circonstances. Ça dépend des circonstances. Si on est dans un cadre culturel, musical, pour moi, ce sont nos frères, parce qu'on a la même histoire, on a parfois la même structuration mentale, on a la même manière de se sentir du nouveau monde, comme dirait notre écrivain. Hein, mais en même temps, ce sont des pays concurrents. Hein. Ce sont des pays qui exportent de la banane, qui exportent des produits vivriers. Donc ça dépend des circonstances. Hein. Je ne veux pas dire que ce sont mes frères. Et puis lorsqu'on regarde par exemple des Saint-Luciens ou des Dominicains qui tuent des Martiniquais, bon, ça je ne veux pas les traiter de frères. Hein. Parce qu'à des moments, il y a des... Non, parce que ça m'a choqué la notion... Sur les Martiniquais, attendez. Non, mais je veux dire par là qu'on a quand même des différences au niveau culturel. On dirait que la notion de violence est encore plus exacerbée chez eux que chez nous. Hein? Donc on voit la rapidité avec laquelle un Saint-Lucien son fusil, etc. C'est pas de notre culture.
Chez nous, c'est plus le coutelas ou bien le rasoir, mais pas le fusil, le gun, comme ils disent. Enfin bon, excusez-moi, c'était pour vous dire que ce n'est pas toujours des frères au sens bon, il n'y a pas de problème, c'est nous-mêmes. Non, c'est pas vrai. Et on a aussi des différences. À se rapprocher de l'Europe ou de la Caraïbe? La Martinique est écartelée entre l'Europe et la Caraïbe. C'est ça son équation. L'équation que nous devons résoudre. Parce que qu'on le veuille ou non, on est dans le système, on a fait le choix. Et si on vous demande, on fait un référendum aux Martiniquais, voulez-vous sortir de la force indépendante, on connaît déjà le résultat. Bon. Mais en même temps, on ne peut pas nier notre culture, notre manière d'être, le type. Parce que lorsque je vais à Trinidad, on me prend pour Trinidadien, ce qui me fait plaisir. Ce qui me fait plaisir. Pourquoi vous avez honte d'être martiniquais? Mais pas du tout. Et alors, pourquoi non, mais au contraire. Mais vous voyez ça à l'envers. Je dis pas là qu'ils me considèrent comme les leurs. Oui. Donc je trouve ça bien, je trouve qu'on est des Antillais. Et puis ça nous fait rigoler le créole anglais puis le créole à nous. Là. Donc, on se comprend à peine, mais on se comprend quand même. L'Européen a le même rapport que nous à la vie. Le Suédois ne va pas sortir aussi rapidement qu'un Saint-Lucien son revolver, n'est-ce pas? Mais dites-moi oui. Non, mais je vous écoute. J'écoute votre démonstration. Et un Suédois n'est pas notre concurrent. Parce que c'est vrai, vous avez parlé de concurrence pour les produits, et aussi la concurrence pour le tourisme, etc. Donc vous pourriez préférer qu'il y ait des Suédois ici, plutôt que des Saint-Luciens? Ah non, je n'ai pas dit ça. Mais je vous demande. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on n'est pas des frères au sens bisounours, il n'y a pas de problème. Non, on a des soucis entre nous. Et puis on n'est pas encore intégré dans un système caribéen. Bon, il est en train il est en train d'évoluer petit à petit parce que, écoutez, il y a au moins 5 langues différentes dans la Caraïbe. C'est pas toujours facile de comprendre l'anglais de Barbade, de Trinidad, de Sainte-Lucie. C'est pas toujours évident, même si on se comprend, mais heureusement on a le créole qui nous permet de communiquer. J'ai eu la chance d'aller négocier avec le président Capra à Sainte-Lucie au moment où les gardes-côtes surprenaient des pêcheurs à nous qui pêchaient dans la zone maritime de Sainte-Lucie. On a été négocié avec le ministre de Sainte-Lucie, en créole. Bon créole. Vous vous rappelez John Compton qui est venu ici, oui, et qui a dit « pas capable de parler créole, parce que compute, pas capable de parler créole oui. ». Moi, je suis à la Dominique, j'ai interviewé des gens qui refusaient de parler créole, ils voulaient parler anglais. Oui, et ils ont préféré faire venir un interprète plutôt que de parler créole. Non, mais c'est une manière de vous dire que la situation dans laquelle on est, bon, ben, c'est une situation qui est assez mouvante. Je vous dis, pour se comprendre, pour négocier, parce qu'on a négocié avec Sainte-Lucie, on leur a proposé, par exemple, un système d'entente en créole. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les élites de la Caraïbe parlent plutôt anglais que créole, non? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais je vous dis, parce qu'il faut bien comprendre que c'est deux questions différentes que vous posez là. Les élites, c'est-à-dire les gens qui font des études, qui ont fait des recherches, les dirigeants, ce sont des gens qui parlent anglais, français, espagnol, tout ce que vous voulez. Hein? Et puis, il y a le système, parce que, comme je vous dis, la Caraïbe, ce qui caractérise la Caraïbe, c'est le compartimentage des systèmes. Écoutez, c'est plus facile pour Martinique d'aller à Paris que d'aller à Barbade. Pourquoi? Parce que le système est organisé comme ça. Donc, on est en train de décloisonner un petit peu la Caraïbe. Bon, et puis lorsque vous tombez sur quelqu'un de très formé, il vous sort un français impeccable, ou bien un anglais impeccable. Et ce qu'il nous faudrait, nous aussi, c'est de pouvoir parler anglais, espagnol, aussi savamment, je dirais. C'est marrant, quand vous avez parlé du suédois, oui, vous avez eu un véritable haut le cœur. Comment ça se fait? Non, c'est que, bon, je ne sais pas, mais comme vous avez là, non, mais comme vous avez là,
Comment vous avez là de me lancer des petits pièges, hein? Des petits pièges pour pouvoir pour tester ma cohérence, hein? Non, mais vous avez tout à fait le droit, hein? Donc j'étais peut-être sur la défensive, bon, pour ne pas entrer dans une incohérence. Hein? Maintenant que vous n'êtes pas sous la défensive. Alors s'il y a beaucoup de Suédois qui venaient s'installer en Martinique, qui venaient ici, est-ce que ça vous dérangerait? De Suédois, de Hollandais ou d'Anglais? Bon, alors, écoutez, je vous disais tout à l'heure que le système de l'humanité maintenant, c'est l'immigration. Hein? Mais si vous me dites beaucoup alors, nous, on est une île, vous me disiez, de 110 000 hectares. 1100, ouais, je prends un hectare. Bon, 1100 km². On n'a pas une capacité d'accueil de Suédois en quantité. Non, c'est pas possible. Sans la quantité. Si vous aviez 100 Dominicains et 100 Suédois, qu'est-ce que vous feriez? Entre 100... Bon, là, non, si vous me posez le choix, je choisirais les Dominicains. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Hein? Pourquoi? Bon, pourquoi? Parce que, bon, pour 3 raisons. La première raison, je suis sûr qu'on va se comprendre plus facilement. On a la même histoire, on a peut-être la même structuration mentale, la manière de réagir, etc. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, on ne verra pas de différence entre nous. On a le même type, ça c'est un deuxième. Oui, le même phénotype. Et puis... Vous avez dit quoi? Le phénotype. C'est quoi? C'est le phénotype, on est des bronzés, des machins, etc. Des quoi? Des bronzés, vous avez bronzé? Des bronzés, des necks. Vous êtes incapable de dire le mot noir. Non, mais on est tous des métis, on est des populations métissées. Attends, on est noir. On est métissés, monsieur Lange. On est bronzés. On est métissés, on est des populations métisses. Donc, oui. Donc je pense que on pourra plus facilement développer un vivre ensemble avec les Suédois. Parce que les Suédois, ils viendront avec la mentalité suédoise, avec le niveau de développement suédois qui voudront nous imposer le mode de vie de Suédois, et ça va créer des problèmes. Vous avez dit 3 choses. Vous aviez dit ils viennent dans le phénotype, et puis quoi encore? Je vous ai dit, on a la même histoire. Donc on a la même manière de réagir. Deuxièmement, on est des populations métissées. Donc pour nous, ça ne peut que nous enrichir mutuellement. Et puis troisièmement, je disais que je pense qu'on peut développer plus facilement un vivre ensemble et trouver des structurations sociales et autres avec eux plutôt qu'avec des Suédois, puisque le Suédois, il va arriver et va vouloir vivre en Suédois. Hein? Okay. C'est ça le problème. Hein? Vous êtes à la fois raciste, xénophobe, vous avez les deux. Non, mais vous m'avez imposé le choix. Vous m'avez imposé le choix. Si j'ai le choix. Je vous ai proposé le choix. Ouais. Vous n'avez rien imposé du tout. Et comme c'est pas me dire, vous allez bien vous entendre avec quelqu'un qui a la même couleur que vous. C'est du racisme. Mais inversement, monsieur Lanchier, si j'avais dit, bon, ben, je choisirais les Suédois, vous allez me dire, vous voyez comment vous êtes? Vous êtes raciste vis-à-vis de vos propres frères nègres, hein, et aux métissés. Hein? Non, mais je dis parce que un homme ouvert, qui a envie de connaître l'inconnu, qui a envie d'aller là où mais écoutez, qui va à la découverte de l'autre qu'il ne connaît pas, plutôt que de rester dans son petit monde. On est entre nous, on a la même histoire, on a la même peau. Alors restez entre nous. Non, mais écoutez, mais on rigole là, mais en réalité, c'est ce qui se passe actuellement. Hein. Il ne faut pas croire que la Martinique ne vit qu'à des Martiniquais. Nous avons des Haïtiens, on a des Dominicains, on a des Saint-Luciens qui arrivent en permanence chez nous. Et je vous jure que dans la rue, vous n'allez pas distinguer facilement un Haïtien de Martiniquais, un Saint-Lucien de Martiniquais. C'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai du tout. Même... Non, mais je trouve ça formidable. Puisque... Donc, si c'était suédois, vous l'auriez remarqué, ça vous aurait gêné. Évidemment. Attends, ça vous aurait gêné. Non, mais évidemment, on voit bien qu'il y a une différence. Bon, ben, ça vous aurait gêné. Non, ça aurait choqué. Ça aurait pas choqué. Ça aurait. Non, mais ça sortirait. Vous auriez pu épouser une femme blanche, vous? Ah non, je ne pense pas. Vous n'auriez pas pu épouser une femme blanche? Je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Non,
je ne suis pas raciste. Non, je ne suis pas raciste. Non, non, parce que je n'ai pas... Non, je ne vais pas vous raconter mes petites histoires en France, parce que j'ai vécu quand même 2 ans pour mes études. J'ai eu des relations avec des métropolitaines, mais je vous dis, ce n'est pas mon style, le femme. Pas du tout. D'accord. Même à ce niveau-là, vous êtes raciste. Pourquoi vous appelez ça raciste? J'aimerais bien savoir, vous, est-ce que vous choisiriez les Suédois ou bien les Saint-Luciens? Oh oui, je pourrais choisir les Suédois sans problème. Ça ne me dérangerait pas du tout. Les Norvégiens, les Suédois, les Européens. Non, c'est ma réponse. Je veux dire, oui, il y a des Suédois très intéressants, comme il y a des Haïtiens très intéressants aussi, mais c'est pas en fonction de la couleur de la peau. Bon, l'esclave, de quoi vous voulez parler? Il nous reste 10 minutes. Alors là, je ne sais pas. On n'a pas parlé de ce que je voulais. Bon, non, écoutez, comme on vient d'apprendre la démission de M. Montieu en tant que maire, j'ai vu que c'est assez commenté dans les journaux et tout, parce que c'est quand même rare de voir un maire en juin. Bon, il a évoqué des raisons de santé, mais je trouve que le geste est fort, le geste est exemplaire. Bon, à un moment donné, il dit, bon, écoutez, j'ai fait tout ce que j'ai pu, maintenant je dois m'occuper de moi. Eh bien, je démissionne. Parce que c'est pas un geste que n'importe qui ferait. Même Pompidou, qui était malade, il est mort président. Il aurait pu démissionner avant. Eh bien, M. Montieu, il a fait le choix, il a dit, bon, écoutez, au point où j'en suis, je démissionne, je passe la main, etc. Mais mon observation, quand même, ma petite réserve, quand même, c'est la passation, c'est la transmission. Pourquoi nos leaders, nos machins, n'aiment pas pratiquer ce qu'on appelle la transmission? Préparer la relève, préparer les nouveaux, transmettre les enrichir de leur expérience, de leur expérience accumulée. C'est ça qui me paraît qui est ma seule réserve. Je dis que lorsqu'on est... Actuellement, je suis en association. Bon. Une association est menacée lorsqu'elle a un bon président. Pourquoi? Parce que si ce bon président ne prépare pas la relève, l'association peut pratiquement disparaître après le passage de ce bon président. Donc, sur le vidéo par là, je vais insister pour dire, messieurs les dirigeants, messieurs les maires, messieurs les élus, préparez, faites de la transmission, enrichissez vos collègues de votre expérience, montrez-leur comment faire. C'est ce que moi je fais, monsieur Lange. Donc c'est la seule réserve que je ferai, parce que là maintenant, Robert, je ne sais pas, il a préparé personne. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a préparé quelqu'un. Je ne sais pas. Mais l'exemple, mais c'est pourquoi en Martinique ça apparaît comme un événement exceptionnel. Un maire qui démissionne. On dit que c'est des raisons de santé, ça. Oui, c'est vrai. Pour les raisons de santé, oui, ça se comprend. Mais des maladies qui font souffrir. Ah, mais bien sûr. Et puis, comme je vous dis, c'est un événement tellement rare. À part M. Olga Delbois, bon, M. Samou, il a passé la main. Qui encore oui, je crois que c'est à Bellefontaine, l'ancien, ou bien, je ne sais plus. Il y a très peu de maires qui font la transmission. Donc, si je suis maire, je vais former quelqu'un à mon image, je vais lui transmettre. Pourquoi vous ajoutez à votre image? Non, vous faites part de votre expérience, vous montrez comment on sort d'un déficit, par exemple. Comment comment on prépare un projet, par exemple. Comment gérer le personnel, hein? Quels sont les erreurs à ne pas faire et ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Parce que celui qui arrive là et puis qui n'a aucune expérience, il doit tout découvrir. Donc on repart à zéro, alors qu'on était déjà à un niveau de maîtrise. Et vous êtes dans une entreprise, oui. Et vous gérez, oui. Vous avez, comme on dit, le nez dans le guidon, quoi. Oui. Et puis quelqu'un vient de l'extérieur, il ne connaît pas grand-chose à votre entreprise.
Et finalement, venant de l'extérieur, voit un tas de choses que vous ne voyez pas vous-même. Parce que justement, vous étiez en train de gérer au quotidien. Le mec ou la fille apporte son expérience et ça peut être aussi très bénéfique. Oui, mais ça n'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Hein. Bon, vous mettez en avant l'apport d'une méthode nouvelle. Hein. Mais moi, je vous dis, c'est bénéficier de l'expérience déjà accumulée. C'est pas toujours. L'esclavage, c'est quoi pour vous? L'esclavage. Bon. Non, l'esclavage, c'est un système odieux, monsieur. C'est la domination de l'être humain sur un autre. C'est la chosification de l'autre. Hein? C'est comment dire? Vous êtes économiste. Est-ce que l'esclavage n'est pas un système économique? Est-ce que l'esclavage dans l'Antiquité, par exemple, n'était pas un système économique? L'esclavage existe encore aujourd'hui en tant que système économique. Pourquoi vous dites que c'est une chose? Le capitalisme aussi, c'est exploiter des gens, les mettre au travail et profiter de leur truc. L'esclavage marche avec le racisme. La traite négrière. Ah non, l'esclavage. Non, il y a des esclavages qui marchent. Avec le racisme. Il y a un tas d'esclavage qui marche sans racisme. Mais en règle générale, qui dit esclavage dit racisme. Parce que on confond. L'esclave, il est d'une race inférieure. Hein? Une race inférieure, c'est un objet, on appelle ça bien meuble. Bien meuble, hein? Dans le code noir. Hein? Bien meuble. Donc on en vend, on achète, on en fait ce qu'on veut. Quoi. Et bon, donc, c'est le racisme, le crime contre l'humanité, en fait. C'est les deux, puisque l'un ne va pas sans l'autre. C'est le pied gauche et le pied droit. Hein? L'esclavage et le racisme. Hein? C'est extraordinaire. Hein? C'est extraordinaire que, je veux dire que dans l'Antiquité, il y avait l'esclavage. On ne dit pas que c'était un système esclavagiste horrible, etc. C'était un système économique, c'était comme ça. C'est-à-dire que vous êtes riche, vous avez un tas de terres. Bon, mais vous n'avez pas de bulldozer pour les traiter, ni de trucs. Donc vous allez faire la guerre à votre voisin, vous faites des prisonniers de guerre, et vous les réduisez en esclavage sur votre terrain, pour exploiter votre terrain. Ça ne veut pas dire que vous le considérez. Parfois même, ils faisaient des prisonniers qui faisaient partie de leur propre armée après. Donc on ne les considérait pas comme inférieurs du tout. Pourtant, c'était des esclaves à qui on pouvait donner des ordres, avec qui on pouvait faire n'importe quoi. Donc à mon avis, c'est le racisme qui a accompagné la traite négrière. Parce que moi, je crois même que le racisme est né de cette traite négrière. C'est à ce moment-là que le racisme s'est développé. Parce que les Arabes, tout ça, faisaient les nègres étaient esclaves souvent. Mais ils n'étaient pas considérés comme inférieurs. Ils étaient esclaves. Et puis voilà, c'était un statut social. Ok, bon. En tout cas, vous avez compris ce que je fais. Merci beaucoup. Vous voulez dire au revoir aux gens? Oui, il n'y a pas de problème. Donc, écoutez, on a essayé de faire un tour d'horizon des choses de notre actualité. Bon, mais ce que j'espère, c'est que notre pays puisse trouver des solutions aux multiples problèmes qui nous assaillent et puis que nous